Invité à cet événement qui est d'une importance capitale chez nous. Je pense que vous, comme nous, avons compris que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule voie qui permet en tout cas à nos économies de sortir de la léthargie. Avoir le nombre d'écoles d'universités, nous sommes persuadés que le secteur public seul et même privé ne peut pas absorber le nombre d'emplois créés, en tout cas de jeunes diplômés. La seule voie qui s'impose, c'est cette troisième voie qui est la voie de l'entrepreneuriat, qui nous permet en même temps de créer de l'auto-emploi. Une fois que les entreprises auront atteint une certaine maturité, pourront aller maintenant vers le marché de l'emploi et connaître un autre niveau de développement. Alors, la Global Entrepreneurship Week, ce que je veux peut-être partager avec vous sur ça, c'est quelle est la place de l'entrepreneur qui est au Sénégal. Je n'ai pas l'entrepreneur sénégalais parce que parmi nous, il y en a qui ne sont pas sénégalais. Moi, je m'apprête à aller à l'étranger. Donc, le plus important, c'est je suis un entrepreneur, j'ai choisi une place. Si on prend l'exemple du Sénégal, quels sont les challenges auxquels nous faisons face au quotidien? On a un nouveau challenge aujourd'hui qui est un comparateur, comparer.sn. C'est simple, c'est qu'en fait, en réalité, les gros méchants, c'est nous. On compare tout ce qui est site de vente en ligne au Sénégal. Les marketplaces, les sites d'annonces, Espace Dakar, Jumia, Kalao, Diamond.com sont tous sur un agrégateur aujourd'hui. Le but pour nous, et je vais le dire, c'est qu'on prend vos données. Il ne faut pas avoir peur. C'est un sujet qu'il faut aborder. Ces données-là servent à une seule et unique chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux boutiquiers, aux maristes, qui vendent des chaussures, de pouvoir, en fonction des centres d'intérêt des gens qu'on a collectés, de pouvoir annoncer, de leur dire, simple, j'ai un magasin, je vends des chaussures, je suis au mariste, je veux des femmes entre 25 et 45 ans qui cherchent des chaussures. À lui de voir quels autres centres d'intérêt mettre, et il peut se permettre de leur envoyer directement sur une plateforme automatisée des push SMS, des push voix, celles qui ont un mail, de faire apparaître également des bannières publicitaires. On est en Afrique. Google le fait aujourd'hui, mais sauf que le gros souci, Google le fait dans sa propre plateforme et tout le monde n'est pas connecté. Vous aurez Facebook, c'est beau, vous verrez, vous êtes en train de tout liker sur Facebook. Les algorithmes de Facebook sont faussés. Au Sénégal, quoi, 2,2 millions? C'est peu. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose, mais avec des produits africains qui sont adaptés au Sénégal et à l'Afrique. SMS, push-voix pour les illettrés, des bannières publicitaires pour ceux qui sont online. Alors, ce qu'on a en plus, c'est qu'on a la chance, à partir de 11 mètres carrés, de déployer chaque pays en 15 jours. Prochaine étape, la Côte d'Ivoire, on est déjà OK. Sauf qu'il faut savoir être gourmand. Et nous avons la chance, nous, en tant que start-upers aujourd'hui, je pense, de ne pas se limiter à un seul pays. Une start-up, ce qui fait le bien, ce qui fait le fond d'une start-up, c'est la scalabilité. Si jamais vous vous limitez au marché du Sénégal, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite votre business. Je n'ai pas peur de le dire. Si jamais vous ne décidez pas de conquérir d'autres pays, je vous le dis, si jamais vous n'êtes pas gourmand, arrêtez tout de suite. Nos parents sont fonctionnaires, vous pouvez être fonctionnaire. Laissez la place, à ce moment-là, à d'autres qui sont têtus, qui ont l'esprit start-up, qui peuvent scaler très rapidement et attaquer d'autres pays. Maintenant, je vous félicite, peut-être que j'ai cassé quelque chose. Si c'est ça, si jamais j'ai réussi à vous casser, c'est tant mieux. C'est que vous n'êtes pas entrepreneur. Aussi simple que ça. Je suis le responsable du département santé de Ion. Nous sommes un développeur de solutions et nous avons actuellement un produit qui s'appelle Ion Medical Suite, donc qui est une innovation composée de 2 produits connectés. Donc le Ion Medical SI qui est destiné aux professionnels de la santé, aux hôpitaux, aux cliniques, etc., aux labos. Donc, il leur permet aujourd'hui déjà de gérer leur structure de bout en bout, mais surtout aussi de digitaliser le dossier médical du patient. Et justement, en digitalisant ce dossier médical du patient, nous proposons la deuxième innovation qui est le passeport médical, donc qui est un assistant digitalisé qui permet aujourd'hui à un patient d'avoir sur soi, sur son smartphone, son dossier médical où qu'il soit dans le monde. Pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin, géolocaliser un médecin, une pharmacie ou bien
demander une prise en charge à son entreprise d'assurance. Donc voilà en gros ce que nous proposons avec Ion Medical Suite. Donc on a commencé avec une solution étant étudiant dans le domaine de la santé qui est toujours en cours parce que certains pensent qu'on l'a laissé aussi. Et en 2016, quand même, on a voulu faire quelque chose dans l'agriculture. Quoi? Je ne sais pas. Sincèrement, on voulait faire quelque chose dans la finance au service de l'agriculture ou bien essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et on s'est mis à chercher, mais il y a quelque chose qui nous a marqué. C'est que le long de la route, quand je quitte Dakar pour aller à Saint-Louis, je vois que du néant. Et quand je vais dans d'autres pays, en France par exemple, quand je quitte Paris pour aller au Havre, le long de la route, je vois que tout est vert. Et on me dit que chez nous, c'est la pauvreté, c'est la famine et entre autres. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Et que faire? On s'est dit de créer une bourse agricole. Une bourse agricole qui permet à tout un chacun d'investir dans l'agriculture et de pouvoir rentabiliser son investissement. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne des agriculteurs qui ont des terres mais qui n'ont pas accès au financement. Et on mobilise des particuliers qui investissent dans l'agriculture en achetant des actions agricoles à durée limitée. Et une fois qu'on mobilise l'investissement, on lance des programmes de production agricole. Et à terme, au bout de 6 mois, 12 mois, on défalque l'investissement des parcs qui est retourné aux investisseurs et les bénéfices sont répartis entre les différentes parties prenantes. Donc, l'économie sociale solidaire au service de l'agriculture. Pour ce qui est de la santé, on est dans un système qui permet de rappeler aux femmes enceintes leurs rendez-vous médicaux via des SMS et des appels en langue locale. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. Je suis la fondatrice de l'agence Dalal Agdiam, qui est une agence de prestation de services dans les métiers de l'accueil et de la conciergerie d'entreprise. Donc pourquoi cette agence Dalal Agdiam? C'est parce qu'on a fait un constat. Le constat, c'était que l'accueil ici au Sénégal était très déplorable. Pour avoir une information ou bien tout simplement être bien accueilli dans une structure, que ce soit privée ou publique, c'était vraiment c'était problématique. Donc j'ai fait ce constat-là qu'il y avait une réelle problématique de l'accueil ici au Sénégal. Donc moi j'ai voulu apporter une solution. Comment? Par la formation. Donc former les personnels qui sont derrière les front office. Deuxièmement, de créer une application qui s'appelle Topato, qui permet tout simplement de gérer efficacement et de façon très facile l'accueil dans les structures publiques comme privées. Voilà, donc moi je suis consultante en responsabilité sociétale d'entreprise. Donc moi je crois à l'entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise qui, oui, fait des profits, mais également qui a un impact environnemental et social derrière. Je m'appelle Maria Luisa Angulo et oui, je viens très loin, du Salvador, de l'Amérique centrale. Et ancienne membre de Jocolabs aussi. Toujours. Oui, voilà, dans le cœur, oui. Donc c'est vrai, j'ai vu naître Jocolabs tout au début et je suis restée pendant plusieurs années. Et donc voilà, quel est mon créneau? Je travaille dans le secteur des arts numériques. Donc voilà, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je fais ici, dans un environnement où on parle d'entrepreneuriat. Nous, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise culturelle. Donc notre business model, il est sûrement un peu différent au vôtre. Mais quel est le lien entre ce que je fais et ce que vous faites? Quel est le business qu'on peut partager? Et surtout dans un monde où on parle de créativité, on parle d'innovation, on parle de méthodes différentes de travail. C'est un modèle économique qui rapproche de plus en plus notre secteur au secteur traditionnel de production, comme on dit. Et je pense que c'est la grande chance pour tout le monde parce que c'est la première fois dans des grandes discussions sur le modèle économique, sur le développement entrepreneurial, qu'on donne une place à toutes ces activités qui ont resté souvent pendant des années dans des modèles antérieurs un peu enfermés dans un espace plutôt ghetto, où les artistes ne se mêlent pas avec les autres, où les artistes n'ont pas un objectif économique, n'ont pas un objectif productif. Et c'est bien faux, parce que le modèle actuel d'économie créative, il est surtout inspiré de la méthode de travail des artistes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui travaillent dans une vision plutôt micro, qui sont très flexibles, qui sont des unités de production qui s'adaptent très facilement au changement de l'économie mondiale ou locale. C'est des personnes qui peuvent travailler en synergie avec les autres. Et c'est des personnes qui sont toujours à la recherche, à l'innovation et qui ont la créativité, elle est inhérente à son activité de production. Donc voilà. Je suis fondateur de ADN. ADN, c'est une société qui fait des solutions applicatives et du conseil sur tout ce qui est données. Je vois Abdou qui sourit de l'autre côté. Donc nous, pour ceux qui ont peur des données, notre métier à nous, c'est de valoriser la donnée.
Donc une entreprise, on l'aide à valoriser sa donnée et à en tirer de la valeur, sortir du reporting, avoir des process qui sont automatisés et faire du big data, ce qui effraie un peu les gens. Le type d'entreprise qu'on accompagne le plus aujourd'hui au Sénégal, ce sont des banques et les opérateurs télécoms, chez qui nous mettons en place toutes les infrastructures big data, toutes les applications pour leur permettre de tirer de la valeur des données qui sont sur les réseaux sociaux, des données qui sont en interne dans l'entreprise, pour améliorer leur rentabilité, pour mieux connaître leurs clients et vendre plus en général. Je vais aller un peu à contre-courant de Abdou par rapport à ceux qui ne nous voient pas à l'extérieur, qui ne vont pas à l'étranger. Parce qu'on a nos vieux Baol qui font des milliards de chiffres d'affaires quand même au Sénégal. Et je pense que moi, le jour où j'arrive à faire un chiffre d'affaires de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards au Sénégal, je pourrais taquiner Abdou un peu sans être sorti du Sénégal. Donc, entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas forcément ce que nous faisons en tant que start-up, en bougeant les lignes, en allant à l'étranger, en révolutionnant un peu le monde, en résolvant des problèmes forcément à grande échelle. Mais il y en a qui résolvent des problèmes à petite échelle, au niveau du Sénégal, au niveau parfois de leur région, au niveau parfois de leur communauté. Et donc ces personnes-là aussi, on les encourage à continuer à entreprendre parce qu'on ne peut pas tous être des Steve Jobs ou des Abdou. Merci. Je suis ingénieure statisticienne de formation, mais mes projets n'ont rien à voir avec la formation que j'ai suivie. Donc je suis fondatrice de Carvi Global. Donc Carvi Global est composé de 2 volets. Le premier volet est Carvi Writer. C'est en fait une plateforme en ligne qui permet aux auteurs de vendre leurs livres en auto-édition. Donc c'est de l'édition numérique qui est combinée à la production audiovisuelle. Ça, c'est la première partie. Donc la deuxième partie du projet est Carvi Food, par contre, qui n'a rien à voir avec la première. C'est une plateforme qui vend de la viande séchée ici au Sénégal. Donc c'est parti du constat que nous avons l'habitude de chercher la viande séchée lors des foires annuelles ou bien lorsque nous allons au Niger. Donc l'idée m'est venue d'en produire ici parce que je me suis dit que moi j'en ai besoin, peut-être d'autres personnes en ont aussi besoin. Et j'ai commencé à y réfléchir et j'ai commencé à faire un partenariat avec quelqu'un du Niger. Nous avons commencé à importer de la viande séchée ici au Sénégal. Plus tard, je me suis dit que le circuit est un peu trop difficile à soutenir et j'ai trouvé un moyen d'en produire ici de manière industrielle. Donc c'est comme ça que Carvi Food fonctionne. Aujourd'hui, nous avons la plateforme qui est en ligne, qui a été mise en ligne cette semaine même. Donc voilà en gros ce que je fais. Bon, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en Afrique en général, les étudiants n'ont pas accès aux laboratoires scientifiques. Rares sont les écoles qui ont un laboratoire scientifique et après, même le matériel il est défaillant, il est obsolète, il est vieux. Nous, on a constaté ça. Et on remarque même quelque chose d'autre, c'est que quand un élève est en classe de 3e et qu'on lui demande est-ce qu'il veut aller dans une filière scientifique ou bien une filière littéraire ou autre, la majorité ils vont choisir des filières littéraires. Donc ça, c'est un gros problème pour le développement d'un pays. Nous, on a pensé pour résoudre ça, d'introduire la réalité virtuelle dans l'enseignement. Grâce à la réalité virtuelle, on simule un laboratoire scientifique avec des matières comme la physique, la chimie et la biologie. Et là, on permet à l'étudiant d'avoir accès à tout le matériel scientifique nécessaire, à des expériences qui sont dans le programme scolaire pour qu'il y ait une meilleure compréhension des sciences en général. Parce que faire des sciences rien que par de la théorie, des formules, des équations, c'est vraiment pas intéressant, c'est pas productif, c'est pas créatif du tout. Donc nous, on se place de ce côté-là. Et notre solution s'appelle Arm Labs. Merci beaucoup. Entrepreneurs qui ont su présenter brillamment en fait, leur travail. Maintenant, ce que je voudrais, c'est, est-ce qu'il y a des mots-clés qui ressortent comme on est tous des googleurs, est-ce qu'il y a des keywords qui sortent, que vous retenez? Alors, le premier mot, des mots-clés. OK, ça c'est évident. C'est trivial même, je dirais. Scalability. OK. Encore d'autres mots-clés? La donnée. Okay. Comment? Solution. OK. La créativité. Plateforme. Je suis un peu déçu. Hein? Je suis un peu déçu. On n'a pas parlé de l'essentiel, l'argent. Where is money?
Hein? Donc, on n'a pas parlé assez d'argent. Hein? Et je pense que parmi nous, il y en a qui ont déjà levé un peu d'argent ou qui ont même vendu des entreprises. Peut-être que, Abdou, tu peux peut-être partager, parce que demain, à la sortie de cet événement-là, il faut qu'on détienne quelque chose qui va faire du buzz. Hein? Je rappelle que le thème, c'est Buzz Startup. Donc, il faut qu'on buzz. Et l'argent doit buzzer. OK? Parlons argent, des choses qui fâchent. Le nez de la guerre, voilà. Donc, juste en fait pour taquiner, pour dire que voilà, essayons de voir maintenant, par rapport à ce qu'on a entendu, quelles sont les choses que vous voulez peut-être ajouter ou des choses dont on n'a pas assez parlé. On n'a pas parlé de management dans nos entreprises, les difficultés que nous avons en tout cas à manager, à trouver peut-être son associé en tant que start-up, voilà, parce que travailler seul, c'est difficile. Je m'appelle Ousmane Sarr et je suis un ingénieur de conception en télécom de formation et je travaille dans une entreprise qui travaille dans le domaine de l'Internet des objets, qui s'appelle Sika Technologies. Alors, c'est très difficile, si, dans le cadre de la nouvelle technologie de pointe, souvent de travailler dans un écosystème comme le Sénégal. Parce que parfois, en fait, quand vous prenez un père de famille et que vous lui dites « j'ai la possibilité de vous montrer ou bien de vous donner des objets assez connectés qui vous permettent de pouvoir piloter vos lampes », pour lui, dans sa tête, c'est beaucoup plus en fait comment je vais faire pour manger ou bien comment je vais faire pour scolariser en fait mes enfants. Alors que derrière, vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Ça peut nous permettre d'optimiser nos charges, peut-être pas tout de suite, mais dans 3 ans ou 4 ans. Pour moi, en fait, le défaut majeur ici en Afrique, surtout en Afrique occidentale, c'est l'organisation en fait. C'est-à-dire comment est-ce que nous sommes organisés. Nous sommes des startups. Est-ce que souvent, en fait, nous sommes unis? Parfois, on est là, il y a plusieurs startups. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas travailler dans des domaines où nous sommes, en fait, nous pouvons être des partenaires? C'est pourquoi, en fait, pour moi, je prends cet événement comme, par exemple, une opportunité qui nous permettrait à une entreprise dans l'IoT puisse travailler avec une entreprise qui fait en fait dans le big data, puisse travailler dans une autre entreprise qui fait dans le marketing, dans le cadre où nous sortons des produits et que ces entreprises sont là pour nous aider. Vu qu'on est des startups, pour moi, en fait, le terme qu'on doit utiliser, c'est l'union. L'union fait la force. On doit s'unir, on doit s'organiser, on doit trouver des opportunités parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit créer en Afrique. Et pour moi, une concurrence saine ou bien en fait en conception nous permettrait vraiment de pouvoir travailler et d'aller de l'avant. Merci beaucoup. En parlant d'association, j'ai juste une anecdote à donner. Chez Louis Vuitton, un marché qui consiste à faire de la tierce recette applicative. Parce qu'ils vendent beaucoup sur le net, il fallait tester le site pour s'assurer de sa solidité, le site Internet. Alors, un service comme ça est facturé par un jeune ingénieur français à 300 € à peu près par jour. Lorsque nous, plus peut-être, lorsque nous avons flairé l'affaire, on a fait une offre et nous l'avons remportée. Pour vous dire que d'ici, on a pu réaliser une grosse mission parce que Louis Vuitton, c'est une référence quand même, depuis Liberté 6, où l'entreprise s'est fait beaucoup d'argent, parce que l'avantage comparatif, c'est qu'un jeune développeur local peut coûter 3 fois moins cher qu'un jeune développeur français. Et donc voilà un peu les opportunités qu'il faut saisir en termes de coûts, savoir se positionner et essayer aussi de capitaliser sur ce qui nous lie. Dans le cas d'espèces, ce qui nous lie, c'est que au-delà des fondateurs, on a mis en avant des jeunes ingénieurs qui ont piloté le projet et qui sont partis, à la limite, c'était une façon de les aider à mettre le pied à l'étrier. Ensuite, ils ont pu démarrer d'eux-mêmes. En fait, ça va au-delà du discours. Il faudrait quand même qu'on cherche à laisser quelque chose en nous. Voilà. On aime bien l'argent, mais des fois, il faut savoir partager tout simplement. Retourner dans ce que Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est important, le Ubuntu. Voilà. Je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. On ne peut pas se permettre d'engager des RH supplémentaires, d'aller vers des cabinets ensemble. Il serait bien, aujourd'hui, je vois que j'ai des devs qui sont là, juste de mettre en place une plateforme collaborative, juste d'entrepreneurs, très rapidement, qu'ils auront à segmenter par domaine d'activité et qu'eux puissent échanger entre eux très rapidement. First. Deuxième chose, je n'ai vu que 4 mains levées. Grand, ou tenus comptables, on peut se partager, au fait, justement, les revenus de ce comptable, très rapidement.
En place de payer un 200K, il va me coûter peut-être 30 000 francs CFA parce qu'on aura des multiples ici. On en a tous besoin. Il n'y a pas que les comptables. On a tellement de ressources humaines dont on a réellement besoin, mais que nous ne pouvons pas nous payer en fait. On peut aller sur une identification de la sorte et demander ensuite à externaliser tous ensemble, à se cotiser et à payer pour pareil RH en fait. Un cabinet prendrait bien. Il n'y a pas que la compta, il y a plein d'autres choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire des efforts. On a parlé tantôt du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, parce que nous, notre ambition aujourd'hui, c'est d'être le partenaire incontournable des startups. On essaie de le faire. Nous sommes à la 7e édition. On a justement des lauréats qui sont là. Orange Fab est là. Et il a raison de dire qu'à l'avenir, essayer peut-être d'inviter des décideurs. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Offrir des plateformes d'échange. C'est ça aujourd'hui l'idée, l'esprit ici. Nous sommes en train de prendre des notes, on enregistre, on prend, on va faire un bilan, remonter, et à l'avenir, justement, ça nous permettra de dire, OK, on va le faire, on va inviter des décideurs, on va créer un cadre d'échange. La cartographie, justement, de l'écosystème de l'économie numérique est en train d'être faite. Et on va même organiser des visites pour vous faire mieux connaître Sonatel. Ce n'est pas de la pub, le data center est là. Kémon est logé peut-être, il est hébergé en Inde ou au Canada. J'en connais qui sont hébergés en Chine. Ils sont là. Et vous avez le data center. Des offres vont sortir, des offres vraiment accessibles. Nous, on impulse. On impulse, c'est-à-dire qu'on crée des concours, on organise des concours, on impulse, le fameux pouce-moutak. On impulse, il y a un concours, vous gagnez de l'argent, mais derrière, vous êtes accompagné. C'est ce qui se passe actuellement. Je parle sous leur contrôle. Ils sont là, ils sont accompagnés par des spécialistes de la création d'entreprises. Et les autres sont là, et dans les jours à venir, ils savent de quoi je parle. Dans les jours à venir, ils vont rencontrer la presse étrangère, et l'occasion sera offerte à toutes les startups qui travaillent ici dans l'écosystème. Pas seulement ceux qui travaillent avec Dakar. Je vois Steve qui est là, qui doit prendre la parole. C'est un des lauréats du Great Entrepreneur, du British Council. Et Sonatel a accompagné justement le British Council pour justement le Great Entrepreneur qui s'est passé l'année dernière. J'ai passé presque un mois avec eux, le bootcamp et tout. On était avec eux, c'était pour voir un peu ce qui se passe, les écouter et essayer de faire la même chose. Et c'est cette écoute justement avec les parties prenantes qui a créé justement ces cadres. On vous écoute, on prend note et on retourne et dit, ah tiens, les gars, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'échanger entre eux. Échanger avec vous, il y en a un qui est là, peut-être qui pourrait peut-être échanger avec d'autres qui me dit, ben écoute, moi je veux être accompagné, création de mon site. Ils sont là. Ils sont là, hein, les têtes, ils sont là. Il y en a qui peuvent le faire tout de suite. Vous échangez, si vous ne pouvez pas payer, ben vous vous arrangez. Vous vous arrangez. Moi je pense que le débat est lancé, l'Internet, on essaie de faire des efforts, et on l'a compris, et dans les packs start-up, bien que parfois on a quelques petites difficultés, on l'intègre également. Vous gagnez un pack, vous gagnez de l'argent et vous gagnez de l'Internet. On vous dit, par exemple, vous avez l'Internet pendant 1 an, 2 ans, en plus de l'argent que vous gagnez, et de l'accompagnement, justement. Excusez-moi, je ne voulais pas trop prendre la parole aujourd'hui. Non, c'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet très passionnant et intéressant. Je peux noter même les interventions. C'est monsieur? Moi, je pense qu'il n'y a pas plus de 1000 startups au Sénégal. N'est-ce pas? Abdou, je parle sous ton contrôle, tu vois qui a les données. Disons 1000. Disons 1000. 1000. Vous nous faites, je ne sais pas moi, des abonnements Internet à moitié prix pendant 3 ans. Ça ne coûte rien à Orange. D'accord? Voilà. Et le jour où on sera gros, on va peut-être prendre les LS, on va vous donner de l'argent. Mais aidez-nous quand on est vraiment en fait, dans le besoin. Pas seulement pour ceux qui ont gagné en tout cas des concours, mais les autres, parce qu'ils sont plus nombreux. Ça, Orange peut-être pouvoir trouver une vraie solution. Parce que le problème au Sénégal, c'est que tu crées une société, tu es une SARL ou une SA. Tout de suite, tu payes les mêmes charges, les mêmes trucs d'impôts que la Sonatel. Donc, il n'y a rien pour les startups. Il n'y a rien. Donc, Orange, en tant qu'un acteur leader, peut peut-être aujourd'hui faire un geste. Donc, moi, c'est un peu ça, si j'ai quelque chose à rajouter par rapport à Orange. Bon, ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Voilà. Voilà. Je suis un développeur et un manager IT. En fait, pour moi, personnellement, je me dis que la discussion, ça ne se situe pas côté argent, mais côté passion. Nous tous, on est des entrepreneurs. On a découvert un problème dans notre communauté. On s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose sans attendre de l'État, de faire quelque chose de l'État. L'argent, ça nous permet juste de concrétiser nos moyens de changer quelque chose dans notre communauté. Et moi, je pense et je vois, depuis mes 3 années d'entrepreneuriat,
les entrepreneurs, surtout sénégalais, en fait, ils ne se lancent pas pour l'entrepreneuriat, mais pour l'argent en premier. Ils se disent l'argent, il faut que je m'enrichisse, et non pas pour changer la communauté. On va dire tout le temps, par exemple, Orange ou à Tigo de nous donner un accès à Internet beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ça ne changera rien tant qu'on garde cette mentalité-là. Le troisième élément que je dis quand même, à l'idée du monsieur qui a dit que tous les entrepreneurs se rassemblent vers une même plateforme, c'est une idée. C'est une idée que peut-être Jean-Michel Atos a voulu faire, en fait de rassembler tous les entrepreneurs et de les catégoriser et que chacun puisse aider à l'autre. Mais je pense que cette catégorisation-là, ça ne servirait encore à rien. Parce qu'il y a des gens motivés, il y a des gens qui vont se dire « Tiens, je ne suis pas tellement motivé tant que je ne vois pas la couleur de l'argent ». Donc tout ça, c'est des points en commun et je pense qu'il serait temps que l'on puisse changer sans, par exemple, attendre à gagner de l'argent. Juste changer quelque chose de très simple, de très basique. Par exemple, moi, ma start-up est basée dans l'éducation et de mes propres moyens, je ramassais des tablettes dont par exemple, l'écran était cassé. Je le changeais et je faisais ça petit à petit, sans attendre un moyen ou un financement. Les financements, ça concrétise, mais c'est juste ça, quoi, en fait. Voilà, je m'appelle Souleymane Diawara, je suis le CEO de Espace Topoto. Espace Topoto est une entreprise qui s'occupe de compétences d'enfants et ayant comme déterminant les IT, la technologie, mais en fait je dirais même technologie parce que à part tout ce qui est digital, comme vous le savez, c'est un processus de STEM qu'on essaye, et basique dans un premier temps, mais qui peut continuer jusqu'à des niveaux élevés, avancés. Mais il n'y a pas que la technologie, il y a des questions qui sont de ce qu'on appelle comme on l'appelle, des compétences de vie, n'est-ce pas, hein, le leadership, voilà, les soft skills, hein, il y a des choses comme ça. Hein, okay? Donc effectivement, on essaye une synchronisation entre ce qu'on peut trouver comme ce qu'il a fait lui-même. Il est très intéressant dans ce que c'est bien entendu de venir dans ces gens. Le IAM Lab doit retrouver les Fab Labs. Et les Fab Labs doivent être vus vraiment dans un angle, bien entendu, de nos pays, à truc rudimentaire, de voir comment on peut s'en sortir en créant dans des process, n'est-ce pas, nos outils, quelque chose comme ça pour remplacer, bien entendu, une imprimante 3D de nouvelle génération dans les 10 ans, 15 ans à venir. Donc c'est dans ce sens-là que je voudrais dire qu'effectivement, moi, on est d'accord, hein, les questions de l'argent, bien entendu, c'est des emplois. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut, bien entendu, pour faire un certain nombre de choses. Par exemple, nous mobilisons un certain nombre de coachs qu'il faut former pendant 2 ans au moins et qui ont besoin aussi de vivre. Hein. Je m'appelle Abdurrahman Dien. Donc, notre start-up s'appelle Digital School Qualité. Mais à ce niveau, c'est une start-up qui s'active dans le domaine de l'éducation. Mais là où je voudrais juste intervenir, c'est d'abord remercier Sonatel et remercier le coordinateur M. Khan. Et peut-être essayer de donner quelques suggestions par rapport à cette réunion-là. Parce que comme vous le savez, nous tous, c'est clair et net que quelquefois, il y a des gens dont le start-up ont besoin de financement. Et je pense que ça serait beaucoup plus opportun pour la prochaine fois, peut-être même d'inviter des investisseurs ou des gens qui pourront peut-être investir. Parce que nous sommes des porteurs d'idées. Mais par ailleurs, il y a le manque de financement qui est derrière. Parce que comme vous le savez, en tant que start-up, c'est juste une petite entreprise ou bien une jeune entreprise qui ne s'est pas encore développée. Et pour se développer, cette entreprise, quand même, au départ, a besoin de ressources, quoi qu'on puisse dire. Parce que c'est des entreprises dont presque la moitié, 50% des activités, est liée à la technologie. Et comme vous le savez, à ce niveau-là, il faut quand même des fonds de départ. Il faut oser le dire, il y a quand même ce problème qui se pose. Moi je suis vraiment pas du tout d'accord quand j'entends les entrepreneurs dire qu'ils ont besoin de financement, qu'ils attendent. Vous savez, le premier investisseur dans une boîte, c'est soi-même. Tant qu'on n'est pas prêt à vendre sa veste, sa montre, ses belles chaussures pour investir dans son projet, c'est qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneur. Allons chercher un job. Souvent, les gens veulent garder tout le confort et attendre que l'autre se sacrifie. Parce que quand un investisseur met son argent, il va à l'aventure. Il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Pourquoi lui, il doit prendre le risque et pas nous? C'est vraiment, nous croyons en ce que nous faisons.
Si nous avons confiance en nous, commençons par donner le ton. Vendons notre voiture. Je ne vais pas admettre que tu aies une voiture qui coûte 10 millions et que tu dises que tu as un besoin de 5 millions pour lancer. Non, commence par vendre ta caisse. Tu la vends, demain moi je mets 10 millions parce que je sais que tu as pris un engagement, tu as pris un risque. Je pense qu'il faudrait que dans notre façon de voir, de penser, d'agir, qu'on refasse la carte. Parce qu'un entrepreneur n'est pas n'importe qui. C'est un statut très noble. Savoir entreprendre au-delà de la compétence, ça demande, je dirais plutôt un tempérament. Un tempérament. Entreprendre, ce n'est pas que de la compétence. C'est avoir quelque chose en soi qui n'est pas courant. Et ça, quand on l'a, il faut savoir le valoriser. Donc, essayons de revenir sur nos motivations. Posons-nous les questions d'abord avant qu'on ne les pose. Mettons-nous devant le miroir pour nous poser la question à savoir si on est prêt ou pas. C'est très noble, hein? Si la réponse est non, bon, ben, on va chercher un boulot en attendant d'être prêt. Mais ces questions-là, il faudrait qu'on les résolve d'abord à notre niveau, avant de... Le financement tombera. De toutes les façons, un investisseur qui voit qu'il y a un business, il va mettre ses sous. C'est juste pour dire que, OK, tu as raison, il a raison, etc. Mais moi, il y a un point qui m'intéresse vraiment. Combien d'entreprises unipersonnelles en fait, au Sénégal qui sont détenues par une seule et unique personne? Il y a énormément au Sénégal. Il y a très peu d'associations. Aujourd'hui, si un investisseur vient me voir, combien de fois où les gens vont hésiter à dire est-ce que je lui donne 10%, 20%, 30%, 40%? Ça aussi, c'est un peu, je veux dire, culturel. Le savoir, le juste équilibre entre partager, parce qu'on veut tous être le chef. Hein? Au Sénégal, tout le monde veut être le chef, le décideur. Ah. Bon, je l'ai appris à mes dépens. L'argent, il est là. L'argent, il y a des millions d'euros. Ils attendent juste les bons projets. Et c'est le gros problème en réalité. Le bon projet. Je vais prendre un exemple. On a rencontré 2 VC, des venture capital, qui nous ont dit, nous, on met des millions d'euros. Mais sauf que, et je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, ils vous disent, je prends 100 entreprises. Chaque entreprise dans laquelle je dois investir doit faire x10 ce que j'investis. 1, en combien de temps? 2, le venture capital se dit que 75% des entreprises dans lesquelles il aura à investir vont ramener x0. Ce n'est pas grave. Il en reste 25. Il se dit que dans ces 25 restantes, il y en aura 23 qui vont juste rapporter en x3 et x5, qui n'ont pas rempli leur engagement. Il reprend cet argent et il recherche encore d'autres startups. Et il en attend juste une qui va réellement ramener le x10. Mais non, le x10, les gars, je suis désolé. Ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Il faut qu'on se dise la vérité, franchement. Il y a énormément de facteurs sur lesquels ils sont regardants. À juste titre. On se dit, on a notre projet, il est beau, il est sexy, je crois qu'il est rentable. Derrière, 1, il y a l'homme. 2, il y a des mécanismes derrière, justement, de calcul de votre valo, de votre vanne sur 5 ans, sur 10 ans, qu'il faut pouvoir maîtriser. Parce que, oui, c'est beau, vous aurez beau pitcher. Au final, nous, on regarde juste les chiffres. Mais encore mieux, c'est qu'il vous faut un POC. Si vous n'avez pas prouvé votre concept, pourquoi? Il affabule, il rêve, il pense qu'il va faire. Est-ce qu'il a fait? Quand on parlait de vendre, tu sais que j'ai vendu ma voiture. C'est beau, hein? J'ai eu une success story ici comme pas possible. Tout le monde croyait que j'étais devenu hyper riche. Oui, j'ai été riche à un moment donné. Mais j'ai fait la fête. Comme tout bon Africain. J'étais en BM, les montres, Aboutouma, ça montre. J'ai décidé de faire profil bas, de réapprendre de zéro, de tout vendre pour avoir mon POC. Pendant 1 an et demi, j'ai payé des charges locatives et salariales. Tous ces cheveux blancs viennent de là-bas. Non mais c'est vrai, j'ai dû faire vivre ma femme, mes 2 enfants, payer mon loyer, payer les salaires, payer le loyer du bureau, payer les charges, pour juste avoir un POC.
la preuve que mon concept marche. Pour pouvoir ensuite dire, je n'ai pas besoin de parler, voilà mes chiffres. Aujourd'hui, personnellement, je viens de voir un investisseur. Bonjour, chiffres. On ne se parle même pas, chiffres. Simple. Mais qui a ça ici? Et vous cherchez de l'argent, donc vous n'aurez pas vos chiffres. Prouvez. Excuse-moi, chef, mais moi je cherche de l'argent, hein. Je ne suis pas social. Non, mais c'est le cas de le dire, en fait. Hein? Non, c'est vraiment le cas de le dire. C'est beau. J'entends parler tout à l'heure, j'entends quelqu'un me dire, oui, il y a une chose qu'il vous faut savoir. On ne peut pas forcer les gens à apprendre le digital. On en parlait ici tout à l'heure. McKinsey a sorti son nouveau rapport, la suite du Let's Go Digital qui s'appelle Lions Still on the Move. C'est sorti le 12 octobre. Dans exactement, en 2024, en 2025, c'est quoi? C'est dans 7 ans? Hein? 8 ans? 45% des Africains ont 18 et 25 ans. Dans 8 ans, cet enfant a 11 ans aujourd'hui, il est déjà digital. Il ouvre votre téléphone, il se connecte tout seul. Il va se nourrir du digital. Il va vivre digital. Nous sommes la génération sacrifiée. Il nous faut juste pouvoir tenir 10 ans en attendant que ces gosses-là grandissent très rapidement. Mais il faut vivre, il faut survivre. Mais pendant ce temps-là, les gars, je suis désolé. L'argent est là. Hein? Il y a beaucoup de millions. Ils attendent juste le bon projet. Il y en a beaucoup. Mais qui a le POC? Ce seraient des preuves. Est-ce qu'on est vraiment bon? Parce qu'on est là à se glorifier de concours qu'on a gagnés, de petites démos qu'on a faites. Les choses qu'on fait aujourd'hui en Afrique sont des choses qu'en Inde, aux États-Unis, en France, des jeunes font en licence comme projet d'études, projet d'université. Donc il faut qu'on ait cette humilité-là pour savoir que, certes, on a un contexte qui est particulier, qui est l'Afrique, qu'on connaît bien, qu'on connaîtra toujours mieux qu'un Occidental et qu'un Américain, et qu'on résolvera les problèmes mieux qu'eux, mais à un moment, humilité, les gars, pour aller voir Sika parce qu'ils sont bons en IoT, aller voir Ion parce qu'ils sont bons en santé pour travailler ensemble. Pour aller voir Orange, pour demander à Orange un projet, Orange ne confiera pas un projet sur ses sites internet avec ses millions de clients à quelqu'un qui n'a jamais fait de preuve. Ils ne prendront pas ce risque-là. Donc soyons humbles, continuons à bosser, visons l'excellence, soyons bons, plus bons que les Français, plus bons que les Indiens, plus bons que les Américains, pour résoudre les problèmes du continent, parce que nous les connaissons. Et nous les connaissons mieux qu'eux. Si on continue à se pavaner comme ça, ce qui va arriver, et qui arrive déjà, c'est qu'ils vont venir, petits jeunes, avec de beaux projets, mais ils sont bons techniquement. Ils vont appeler Momar, moi je vais dire ok, je vais rentrer, on va travailler ensemble, et on va effacer les startups qui sont là. Donc soyons humbles, retournons à la base pour bosser, pour être bons nous-mêmes, et délivrer des projets. Travaillons ensemble parce que les compétences sont à gauche et à droite et on peut s'appuyer, on peut s'entraider. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va grandir. Medic Mobile, qui est une société américaine, start-up qui évolue dans le secteur santé, et c'est une société de technologie. Bon, parlant de start-up, le propre d'une start-up, c'est ça, c'est un effectif réduit, c'est un challenge de fin du mois, ça c'est normal, et c'est une idée géniale. Moi, je pense qu'une start-up, c'est comme le disent. Il faudrait une idée géniale de toute façon derrière. Maintenant, en fait, le challenge, c'est comment rendre cette start-up visible et comment lui permettre peut-être de monétiser ses services. Là, c'est quelque chose qui est bien. On peut bien avoir une bonne idée derrière, mais si on n'est pas visible, ça ne sert pas grand-chose. Si on n'arrive pas à monétiser, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. Le défi aujourd'hui, c'est comment monétiser ça. Moi, je peux avoir de bons produits, je peux avoir de bons services, mais il faut que je les vende ailleurs. Il faut penser à ça. Je pense que Orange, il a fait aujourd'hui cet atelier qui est excellent, mais ça doit continuer. Ça doit continuer en fait. Il faudrait régulièrement que les gens se voient, qu'on échange sur des sujets qui impactent les startups. Et comme il le dit, il y a des investisseurs qui peuvent être invités, mais je pense que c'est un peu trop tôt de les inviter actuellement, si on regarde l'état des choses. Parce qu'on n'est pas prêt pour ça. Quels sont les projets qui peuvent se targuer d'être dignes vraiment de ce nom? Il faudrait qu'on soit sérieux avec nous-mêmes aussi. Ce n'est pas parce que j'ai une idée derrière, peut-être que je suis ici au Sénégal, je pense que ça va passer, mais il faudrait aussi faire un benchmarking avec les autres pays
surtout de l'Afrique de l'Est. Et là, je vous appelle parce que les anglophones, ils ne sont pas pareils en termes de start-up. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Ici, quelqu'un l'a dit, on a une attitude de vouloir maîtriser notre environnement tout le temps. Voilà, on crée une société unipersonnelle. C'est difficile qu'on va ouvrir ça à d'autres personnes parce que c'est quelque chose peut-être qui est culturel. Mais vous partez aujourd'hui, moi je pars au Kenya souvent, mais eux, ils ne sont pas dans ça. Ils sont plutôt dans l'esprit start-up. Il y en a beaucoup qui sont là. Aussi, bon, il y a l'effet, Abdou il a parlé, bon, ce n'est pas forcément le scale-up, oui, mais des fois on fait une stratégie de niche aussi. On fait quelque chose de bien, on se limite à le faire là. Vraiment, ça aussi c'est une stratégie. Donc moi j'appelle les entrepreneurs à avoir un peu de l'audace dans ce qu'on fait et de croire à... Il faut qu'on croie en nous-mêmes. On peut avoir une idée, mais si on n'y croit pas, ce serait difficile de faire croire les autres à cette idée même. Il faudrait qu'on croie que c'est une bonne idée. Et une idée, ce n'est pas figé de toute façon. On peut avoir un projet aujourd'hui qui, au fil du temps, va avoir une autre trajectoire. L'essentiel, c'est de l'améliorer. Il ne faut penser pas que voilà, c'est le projet que j'avais hier qui va continuer aujourd'hui. Non, il faut savoir faire comme ça, en fait, nager entre les lignes pour changer un peu la trajectoire. Voilà. Merci. En fait, moi, je considère que l'entrepreneuriat, c'est un sport, mais pas n'importe quel sport. Haut niveau. Voilà, de haut niveau. Mais je les classe, les sports, parmi deux catégories. Il y a les sports auxquels on joue et il y a les sports auxquels on ne joue pas, quoi. Par exemple, un match de foot, on va jouer. On va venir, on perd, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. On s'est fait plaisir. Oh, mais ça... Et voilà, il y a une autre classe de sport, les sports de combat, par exemple. Quand tu viens, tu fais ton combat, tu perds, tu as pris des coups, tu es au sol, tu es KO, on ne sait pas comment ça finit, tu peux avoir des dégâts à vie. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu ce genre de sport-là. Quand tu viens, il faut tout risquer. Il faut tout risquer personnellement. Et là, l'investissement n'est pas seulement sur le produit que tu développes, mais il doit être aussi sur la personne. Tu peux faire un investissement humain, il faut apprendre. Il faut apprendre à mettre en valeur son produit. Il faut apprendre à le faire parce qu'on n'a pas forcément les compétences. Donc c'est sûr, c'est cet élément-là que je voulais donner aux gens. Non, mais mon intervention, je voudrais faire un peu du ice breaking. On est resté un peu sur des stéréotypes, des sujets bien là qui nous confortent, finance, start-up et tout le reste. Je vais commencer par me présenter. Je suis Steve Ndoné. Je suis sénégalais, même si dans mon intonation, ma voix, ça ne se ressent pas. Et je suis donc le CEO et le fondateur de Davoy Solutions. Davoy Solutions qui est une entreprise qui fait de l'intelligentsia. Ça vous paraît sûrement nouveau, mais l'intelligentsia, nous, ce qu'on fait, c'est justement réfléchir sur les problématiques de la société et apporter des solutions. Donc, on est vraiment à fond sur une logique de ce qu'on appelle la pensée systémique parce que tout est dans un système et il faut avoir la capacité de trouver le bouton qui va faire bouger l'engrenage. Donc, voilà, on propose donc nos services sont des solutions à la base. Je veux dire, on a réfléchi sur des problématiques, on trouve des solutions, on teste le modèle et par la suite, on le propose sous forme de service. Un des produits qu'on développe actuellement, un service qu'on développe, c'est Atom Center. Atom Center qui veut résoudre le problème du chômage et ça, c'est beaucoup plus pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. Comment les faire travailler depuis leur lieu de domicile sans qu'ils ne se déplacent, acquérir de la compétence, donc les former depuis chez eux et les permettre de travailler depuis chez eux. Donc on est à fond là-dessus. Donc une grosse partie, on fait intervenir les nouvelles technologies, la technologie VoIP, tout ce qui est virtualisation, le cloud et tout le reste. Et pour ça, on a été super bien accompagné parce qu'on a eu le prix du Great Entrepreneur et on est bien accompagné par Sonatel pour dire que quand même, il y a des choses qui se font. Je voudrais revenir pour parler un peu de l'entrepreneuriat parce que, d'accord, l'entrepreneuriat parce que l'Afrique, je voudrais qu'on repense quand même l'entrepreneuriat africain. Moi, je suis contre l'entrepreneuriat selon le modèle qui vient d'ailleurs. On a des valeurs, on a une éthique, on a une morale et le capitalisme, je suis désolé, mais il n'est pas africain. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse beaucoup plus sur comment résoudre les problèmes que de comment gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est à fond sur le modèle économique, comment être rentable, mais est-ce qu'on pense réellement à comment résoudre les problèmes de la société? Et je pense que c'est ça, c'est du donné. On est tous soit chrétiens, soit musulmans. Et dans ces deux formes de religion, je suis encore là désolé, mais il y a une pratique, il y a de l'éthique, il y a de la morale. Est-ce que dans nos pratiques entrepreneuriales, dans nos stratégies marketing, de marché, de prédateurs, on fait valoir de la morale? Est-ce qu'on fait valoir de l'éthique? Est-ce que gagner de l'argent, c'est la finalité? Je ne le crois pas. Juste finir pour vous dire que
en ce qui me concerne, je suis disposé. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas l'expérience qu'il faut, mais le peu que je connais, en ayant l'opportunité peut-être de côtoyer des gens qui sont connus dans le monde des affaires, ce peu-là, je suis prêt à le partager avec vous. Donc, si vous vous rapprochez de Diocolab, vous aurez mes coordonnées, mais n'hésitez surtout pas. Et il y a une chose importante qu'il ne faudrait pas ignorer: quand on veut aller vite, allons seuls, mais quand on veut aller loin, allons ensemble. Merci. Voilà. Vraiment, c'est très beau. Bon, il n'y a plus rien à dire, sauf que quand même, quand on accueille des personnes, il faut au moins leur dire un mot, les remercier. Je vous remercie. Je vous remercie à des personnes que je n'ai pas entendues parler, mais bon, je pense que, comme on dit, les échanges ont été très fructueux. Moi, j'ai appris, on apprend, j'en vois tellement, mais comme on dit dans la vie, on n'apprend jamais assez. Merci et merci encore. Merci.